Donc j'ai choisi un super philosophe, Vladimir Jankélévitch, et un super livre qui s'appelle La mort. Yes. Sachant que, comme il le dit, la mort, c'est l'affaire de tous et le problème de chacun. Et c'est une pensée, vous allez le voir, extrêmement subtile, fine. On l'appelle parfois le penseur de l'impensable. C'est le philosophe de l'entre-deux, on va dire, hein, de la déchirure, de la faille, de la fracture, de cet espace subtil où il ne fait plus tout à fait jour, mais il ne fait pas encore tout à fait nuit. Bref, le je ne sais quoi, le presque rien, hein, vous vous rappelez, pour ceux qui... Et donc pour ceux qui connaissent Jankélévitch, eh bien, on va voir comment il applique cette pensée à ce sujet de la mort. Et pour ceux qui le découvrent, eh bien, à travers cet ouvrage, vous pourrez avoir un premier aperçu de cette pensée. Alors, sur la façade du numéro 1 du quai aux Fleurs à Paris, hein, c'est-à-dire face des jardins de Notre-Dame, hein, cathédrale Notre-Dame, il y a une plaque qui a été apposée sur la maison où a vécu la famille Jankélévitch pendant de très nombreuses années. Et donc j'ai choisi cette citation pour commencer, et ça sera peut-être aussi celle de la fin. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Désormais, ce fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu est son viatique pour l'éternité. Pour dire déjà que ce livre sur la mort est en fait aussi un livre sur la vie. Alors, quelques questions que ce livre pose. Il en pose beaucoup, mais quelques-unes. Pourquoi la mort de quelqu'un est-elle toujours une sorte de scandale ? Pourquoi la mort de quelqu'un est-elle toujours une sorte de scandale ? Pourquoi cet événement si normal éveille-t-il chez ceux qui en sont les témoins autant de curiosité et d'horreur ? Depuis qu'il y a des hommes et qui meurent, comment le mortel n'est-il pas habitué à ce phénomène naturel et pourtant toujours accidentel ? Pourquoi est-il étonné chaque fois qu'un vivant disparaît, comme si cela arrivait chaque fois pour la première fois ? Et pour celui qui est mort aussi, c'est la première. Et c'est un des sujets qu'il va développer. Pour chacun de nous, ça sera la première et dernière fois. Parce que, comme vous le verrez, il ne croit pas à un au-delà, à un retour. Donc, c'est le mystère de la première et dernière fois. Bon, ça semble comme ça, hein, ça semble évident, mais je vous assure que ça permet de poser un certain nombre de questions très très intéressantes par rapport à notre représentation, notre regard, notre vécu, notre ressenti par rapport à la mort de manière générale, la mort d'autrui et notre propre mort, parce que s'il y a une certitude que l'on peut partager, s'il n'y en a qu'une, hein, c'est bien celle-ci, que nous sommes mortels. Mais ce n'est pas toujours évident de l'accepter. Alors, si la mort n'est pensable ni avant,
ni pendant, ni après. Quand pourrons-nous la penser? Hein, avant, oh, il ne pense pas. Pendant, c'est compliqué. Et après, c'est trop tard. Alors, eh bien, voilà, on va pouvoir la penser là, ce matin. Et il va entreprendre cette tâche extrêmement périlleuse, qui est de tenter de conter, de raconter l'inénarrable, de décrire l'indescriptible. Et dans chacun de ses ouvrages, Jankélévitch essaie toujours de saisir le cas limite. On parlait des situations limites la semaine dernière avec Jasper, mais là aussi, c'est le cas limite, la situation limite, l'expérience aiguë, indescriptible, qui est une sorte de point de tangence avec des frontières où l'homme, dit-il, se situe à la pointe de l'humain. On se situe à la pointe de l'humain, là où le mystère, l'ineffable, le je ne sais quoi, ouvre le passage de l'être au néant, ou de l'être à l'absolument autre, absolument tiré autre. Ça, c'est le génie créatif de Jankélévitch, d'inventer des mots, d'inventer des expressions avec des tirets. Le je ne sais quoi, avec des tirets. Le presque rien, avec tirets. Et donc, l'absolument autre qui est différent de ce qu'on avait vu par exemple avec Rudolf Otto, le tout autre, qui lui renvoyait vraiment à cette notion du sacré, là qui n'est pas présente chez Jankélévitch, on le verra, mais il emploie cette expression de l'absolument autre, ce qui est absolument autre, donc ce dont on ne peut pas parler. Et donc dans ce livre sur la mort, il va s'attacher à analyser un événement qui est considéré, qu'il va considérer à la fois dans sa banalité et dans son étrangeté à la fois. La mort est un événement banal, étrange. Dans son anomalie normale, son tragique familier. Donc, dans sa contradiction. Avec Jankélévitch, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les oxymores. Ces fameux oxymores, c'est-à-dire ces expressions qui contiennent en elles-mêmes une contradiction. Et l'intérêt des oxymores, c'est vraiment que ça pousse la réflexion jusqu'à ses limites, justement. Et pouvoir assumer le paradoxe, la contradiction. Et donc, c'est un ouvrage important quand même, déjà quantitativement, 500 pages, écrit petit, veut dire que c'est un sujet qui l'a quand même bien inspiré, et qui n'est pas forcément très facile à lire. Disons que c'est un ouvrage, de mon point de vue, qui demande une certaine... d'être apprivoisé, c'est-à-dire lu et relu, un petit peu comme le livre de Jasper la semaine dernière, mais il y a un style absolument inimitable chez Jankélévitch et une subtilité de la pensée qui apparaît, mais dans laquelle il est intéressant de s'y plonger, de s'y replonger régulièrement. Alors, qui est-il, ce Vladimir Jankélévitch? C'est un philosophe moral surtout, et aussi grand musicologue. Disparu en 85, il a été professeur à la Sorbonne pendant de nombreuses décennies, et il a formé de très nombreux élèves, dont un que j'aime aussi très particulièrement, qui est aujourd'hui disparu, qui est Lucien Gerfagnon. Lucien Gerfagnon, grand spécialiste de l'Antiquité gréco-romaine, et qui a soutenu sa thèse avec Jankélévitch comme professeur. Il est l'auteur d'une œuvre de philosophie morale tout à fait considérable et de beaucoup d'ouvrages sur la musique, puisque lui-même était un grand musicien, un grand pianiste,
et il adorait particulièrement les musiciens du 19e et du 20e, et particulièrement les Debussy, Ravel, Fauré, et aussi il a écrit sur Liszt. C'est un philosophe hors norme, hors système, au confluent de la philosophie antique, qu'il connaissait bien, de la tradition chrétienne aussi, et du mysticisme slave, de par ses origines. Sa morale peut être qualifiée de morale de l'intention, ou de l'intention bienfaisante. Il va beaucoup s'attacher au concept de vertu, et un de ses principaux ouvrages s'appelle justement le Traité des vertus, où il rejoint parfois un peu Pascal dans le fait de prôner l'amour comme principe ultime de la vertu. Alors, je vais vous raconter un tout petit peu quelques étapes de sa vie, parce que là aussi, il s'y est passé beaucoup de choses intéressantes et très imbriquées, évidemment, ces événements dans son œuvre. Alors, il naît à Bourges, en 1903, dans une famille d'intellectuels russes, juifs, famille qui avait fui la Russie à cause des pogroms antisémites, qui avait fui l'antisémitisme, et qui s'installe donc à Bourges. Et il est le fils de Samuel. Son père, c'est Samuel Jankélévitch, qui était médecin, psychanalyste, à qui l'on doit les premières traductions françaises d'un certain nombre de philosophes allemands, dont Hegel. Schelling, il va certainement transmettre à son fils l'amour pour Schelling, puisque Vladimir va étudier Schelling. Et on doit à son père, Samuel, les premières traductions des œuvres de Freud. Donc, grande famille de grands intellectuels et de grands érudits. Vladimir, lui, ne manifestera jamais un grand intérêt pour la médecine ni pour la psychanalyse. Par contre, oui, pour la culture allemande. Ça, c'est important pour la suite. Alors, sa famille ensuite s'installe à Paris. Il va étudier au lycée Montaigne, à Louis-le-Grand, le fameux lycée parisien, et un professeur de lycée l'oriente vers la philo. Il entre en 1922 à l'école normale supérieure, et en 1926, il devient agrégé de philosophie. Et en 1923, une rencontre tout à fait importante, Bergson. Il rencontre Bergson et il va lui consacrer plusieurs articles, un ouvrage entier, et Bergson lui-même le reconnaîtra comme son successeur, vraiment comme son disciple. Donc il y a évidemment un lien très très fort entre les deux hommes, et aussi dans ce vitalisme bergsonien que Jankélévitch va faire un peu sien. En 1931, il publie son ouvrage Bergson, que Bergson préface lui-même, ce qui est un fait assez rare. Et chaque texte de Jankélévitch fait l'objet d'un échange approfondi entre les deux hommes, et aussi d'une correspondance entre les deux, qui est encore aujourd'hui en grande partie inédite. Alors en 1927, il quitte Paris pour Prague, où il va enseigner à l'Institut français de Prague, et il sera de retour en France en 1933. Il va enseigner dans les lycées, donc c'est un prof de lycée. Il enseigne à Caen, à Besançon, à Lyon, et ensuite, une fois qu'il aura l'agrégation, évidemment, il enseignera dans des universités, notamment à Lille et à Toulouse. En 1933, il obtient le doctorat avec une thèse principale, une thèse secondaire, comme c'était le cas à l'époque. Et sa thèse principale, c'est l'Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de Schelling. Donc il étudie ce philosophe allemand, Schelling, compatriote et très proche de Hegel, et une thèse secondaire où là déjà il montre son amour pour la philosophie morale, valeur et signification de la mauvaise conscience.
La notion de conscience, bonne conscience, mauvaise conscience, sera un de ses sujets de prédilection. Il est mobilisé en 1939, il est blessé à la guerre en 1940, et alors qu'il est maître de conférence à l'université de Toulouse, il est en 1940 aussi révoqué de ses fonctions d'enseignant par les lois antisémites du gouvernement de Vichy. Et il s'engage aussitôt dans la résistance. Et il va mener de front dans la guerre la résistance et des activités philosophiques, puisqu'il va être un peu le pionnier des activités philosophiques dans les cafés, puisqu'il ne peut plus enseigner à l'université, il va aller continuer à enseigner et à parler philo dans les cafés. À la Libération, il est chargé d'établir les programmes musicaux à la radio de Toulouse-Pyrénées, puis il est nommé maître de conférence à l'université de Lille. Et c'est en 1949 qu'il publie son gros traité, un de ses principaux ouvrages, le traité des vertus. C'est un peu son ouvrage de référence. Et ensuite, de 51 à 78, donc vous voyez, pendant 27 ans, il sera titulaire à la Sorbonne de la chaire de philosophie morale. Pas de philosophie, mais de philosophie morale, qui est une discipline un petit peu délaissée à l'époque et qu'il va contribuer vraiment à redynamiser, à revivifier. Titulaire de la chaire de philosophie morale à la Sorbonne. Et en 54, paraît un ouvrage aussi très important pour lui, un ouvrage de métaphysique, Philosophie première, : Introduction à une philosophie du presque. Introduction à une philosophie du presque. Et c'est cet ouvrage que Lucien Gerfagnon considérait vraiment comme son œuvre maîtresse. Pas tellement le traité des vertus, mais plus encore cette introduction à la philosophie du presque. Et il va se partager pendant toutes ces années entre 3 activités qui pour lui sont inséparables. La philosophie, bien sûr, le fait d'enseigner la philosophie dans ses cours et dans ses ouvrages. La musique, parce que c'est un musicien et musicologue hors pair. Et l'engagement. L'engagement quotidien, l'engagement politique. Et on va le trouver dans pas mal de causes où il va s'engager corps et âme. Ça a été la résistance, évidemment, pendant la guerre, mais ensuite, il se battra pour maintenir le souvenir des victimes du nazisme, et notamment de tous ces jeunes engagés dans la résistance et qui sont morts dans la résistance. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça peut paraître une évidence, mais dans l'après-guerre, ce n'était pas du tout évident de se battre sur ce sujet. Donc de vraiment garder la mémoire de ces jeunes tués dans la résistance. Il va se placer aux côtés des étudiants en mai 68. En 68, donc il sera bien présent. Il va prendre position aussi contre l'euthanasie, un peu plus tard, et il va se battre avec notamment BHL pour le maintien de l'enseignement de la philosophie dans le secondaire. Donc merci Monsieur Jankélévitch, puisque c'est en partie grâce à lui si on enseigne encore la philosophie en classe de terminale. Contre BHL ? Avec. BHL aussi était un grand défenseur de l'enseignement de la philo dans le secondaire. Et la maladie va l'emporter donc à l'âge de 82 ans. Alors pour quelqu'un qui ne se proclame pas écrivain, il va écrire quand même plus d'une vingtaine d'ouvrages philosophiques, plus d'une vingtaine d'ouvrages de philo, auxquels il faut ajouter 10 livres, une dizaine de livres traitant de musique, notamment sur donc Liszt, Debussy, Ravel, Fauré. Alors, la guerre. Je vais insister sur ce point, puisque la guerre va marquer profondément la vie de Jankélévitch à tous les niveaux. Sa vie personnelle d'abord, puisqu'il le confie d'ailleurs dans ces termes, « La guerre a coupé ma vie en deux. La guerre a coupé ma vie en deux. Il ne me reste rien de mon existence d'avant 1940. Pas un livre, pas une photo, pas une lettre. Il a tout perdu. »
puisque son appartement avait été perquisitionné, visité, pillé. Et donc, là vraiment une rupture, lui qui est le penseur justement des déchirures, des ruptures, de l'entre-deux. Hein. Là, on a vraiment, dans sa vie, il a vécu cet événement banal, tragique, d'un oubli total, de ne plus avoir de traces de sa vie d'avant. Et c'est un jeune universitaire brillant avant-guerre, donc adulé, reconnu par Bergson comme son successeur, donc il est au sommet de la gloire. Et le fait d'avoir été écarté de l'enseignement pendant toutes les périodes, les années de guerre, et ensuite de s'être engagé dans la résistance, et d'avoir titillé un certain nombre de philosophes, notamment les existentialistes, Sartre, Merleau-Ponty, à qui il avait reproché de n'avoir rien compris à l'esprit de la résistance, et de s'être engagé dans le militantisme politique, mais un peu tardivement. Le fait d'avoir dit ceci lui a valu des inimitiés profondes. Et c'est un universitaire donc, qui va passer du sommet de la gloire à un oubli, à une méconnaissance quasi totale. C'était vraiment intéressant pour comprendre aussi l'atmosphère intellectuelle, notamment parisienne, et de la Sorbonne, après la guerre, où ça explique aussi pourquoi une Simone Veil, des gens qui se sont battus dans la résistance et qui regardaient les existentialistes un petit peu d'un œil un peu critique, ont été vraiment mis à l'index, dire les choses autrement. Donc il n'a jamais retrouvé cette reconnaissance publique qu'il avait acquise avant la guerre. L'horreur des crimes nazis aura aussi des conséquences profondes sur sa vie intellectuelle, et notamment par rapport à la culture allemande qu'il avait beaucoup étudiée, avec laquelle il était vraiment en symbiose, en grande syntonie. Il dit « J'ai répudié à peu près toute la culture allemande. J'ai oublié la langue allemande. » C'est pour ça qu'il tenait à ce qu'on appelle Jean Kelevitch, et pas Jan Kelevitch. Jean Kelevitch, pour faire pour oublier ce passé d'amour de la culture allemande. Je sais bien que c'est le côté passionnel de mon existence, mais quelque chose d'innommable s'est passé qui m'a concerné dans mes racines. C'est un hasard si je n'ai pas été anéanti. Donc c'est un être aussi très passionné, on peut dire que c'est une sorte de mysticisme slave aussi, de sa famille. Et donc là, c'était une coupure pour lui totale avec la culture et la langue allemande. Et cette volonté de ne pas renouer avec l'Allemagne lui vaut aussi une progressive exclusion du monde littéraire. Il dit lui-même « Je vois de moins en moins mes collègues philosophes des facultés et des lycées. Je me sens de plus en plus loin d'eux, ainsi d'ailleurs que des étudiants. Maintenant, il n'y a plus de place en France que pour les troupeaux, marxistes, catholiques, existentialistes, et je ne suis d'aucune paroisse. » Voilà, le drame d'un homme qui ne se retrouve dans aucune paroisse et qui est donc mis un peu beaucoup à l'index. Je relève encore ce passage à propos de la parution justement de La Mort, aux éditions Flammarion. Quant au service de presse, Flammarion l'a fait lui-même, assez chichement. Il y a tant de revues qui n'ont jamais rendu compte d'aucun de mes livres. À aucun moment, ni sous aucune forme, ni même jamais prononcé mon nom, tant de gens qui ignorent mon existence que je ne puis entièrement désapprouver Flammarion. Il est considéré comme un paria par beaucoup. Et même le jour de son enterrement,
il y a eu une sorte d'échauffourée, puisque Libération avait sorti quelques jours avant beaucoup d'interviews tout à fait magnifiques sur la philosophie, qu'il avait eu avec le responsable de l'époque de Libé. Mais il y avait eu aussi un article où, sans les nommer et en les nommant, il réglait ses comptes un peu avec justement certains de ces existentialistes, au premier rang desquels Sartre et Merleau-Ponty. Et même, vous voyez, en 1985, il n'était pas bon encore de critiquer nos chers existentialistes. Donc, il est considéré comme quelqu'un de peu fréquentable, et c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant. Alors, c'est un penseur original, et surtout donc, dans la musique et dans la philosophie morale. Il se prescrivait à lui-même d'adopter toujours conjointement la perspective du regard. Comment on regarde les choses, de l'écoute, de l'analyse, et aussi celle de l'action. C'est un philosophe engagé dans les grands sujets politiques et sociaux de son temps. Et dans le domaine de la philosophie morale, il a renouvelé l'étude des grandes catégories éthiques, telles que la vertu, puisque la vertu, la revalorisation de la notion de vertu, c'est pas Comte Sponville, c'est avant, c'est lui qui a redonné ses lettres de noblesse à ce mot qui paraissait vraiment poussiéreux et obsolète, celui de vertu. La bonne et la mauvaise conscience, l'amour, l'attitude devant le monde, la volonté, le mystère même de l'existence morale. Et il a inventé des concepts, donc toujours liés à cette magie de l'entre-deux. Donc le presque rien, le je ne sais quoi. Et il a aussi bien expliqué ces concepts qui touchent à l'infinitésimal, ce qui est infiniment petit, qui se niche entre les choses, l'entr'ouverture, c'est un de ses titres aussi chapitre de la mort, tout ce qui est entre deux. Donc c'est vraiment une pensée hermétique, je pourrais dire. On se réfère à la tradition de la Grèce antique avec Hermès, qui est au carrefour, et qui est vraiment l'étude de ce qui se passe dans ces moments où en général on ne peut rien dire, ou de ces espaces sur lesquels on ne peut rien dire, parce que justement c'est indescriptible, c'est inénarrable, ça échappe à toute analyse. Et donc ces ouvrages, le traité des vertus, Henri Bergson, très bel ouvrage sur Bergson, l'alternative, l'ironie ou la bonne conscience. Il va aussi remettre au goût du jour la notion d'ironie, l'ironie socratique, la mauvaise conscience, Debussy et le mystère. Vous savez, tous ces musiciens, Debussy, Ravel, Fauré aussi, qui sont dans ces touches extrêmement subtiles. C'est pas un hasard s'ils s'intéressent tout particulièrement à ces musiciens. Donc philosophie première, introduction à une philosophie du presque, l'austérité de la vie morale, le je ne sais quoi et le presque rien, le pur et l'impur, la musique et l'ineffable, la mort donc, le pardon, quelque part dans l'inachevé, l'imprescriptible, le sérieux et l'intention, le paradoxe de la morale. Donc tout ce qui est contradictoire, paradoxal. Alors, venons-en à cet ouvrage, La mort, qui se divise en 3 parties d'importance décroissante. La première fait à peu près la moitié de l'ouvrage, la deuxième un peu plus petite, et la troisième la plus courte. Et il va, de manière assez rationnelle, là, pour le coup, distinguer 3 étapes. La mort en deçà de la mort, c'est la première partie, la mort en deçà de la mort. Deuxième partie, la mort dans l'instant mortel, donc le moment
l'instant, un moment de la mort, un moment létal. Et troisième partie, la mort au-delà de la mort. Avant, pendant, après. Jusque-là, tout va bien. Donc ça, c'est ces trois parties. Et en introduction, il y a tout un chapitre qui est absolument magnifique, qui s'appelle « Le mystère de la mort et le phénomène de la mort », où il va poser déjà un grand nombre de sujets qu'il développera plus tard. Alors, pour cet ouvrage, j'ai vraiment choisi, j'ai fait le choix de vous lire un certain nombre de passages, parce que le style de Jankélévitch, il est inimitable. Vous avez aussi l'occasion sur Internet d'écouter des cours ou des conférences avec une pensée, une voix extrêmement rapide, hein, fulgurante, et en même temps très 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 proche des gens. Donc voilà, si vous avez la possibilité d'écouter Jankélévitch, c'est vraiment une un bon moment, belle expérience. Donc j'ai choisi un certain nombre d'extraits significatifs parce que c'est un livre quand même extrêmement touffu. Et donc en introduction, les premiers mots du mystère de la mort et le phénomène de la mort. On peut douter que le problème de la mort soit à proprement parler un problème philosophique. Si on considère ce problème objectivement et d'un point de vue général, on ne voit guère ce que pourrait être une métaphysique de la mort. Mais, par contre, on se représente fort bien une physique de la mort. Que cette physique soit biologie ou médecine, sociologie ou démographie. La mort est un phénomène biologique. Comme la naissance, la puberté et le vieillissement. La mortalité est un phénomène social au même titre que la natalité, la nuptialité ou la criminalité. Pour le médecin, le phénomène létal est un phénomène déterminable et prévisible, selon l'espèce considérée, en fonction de la durée moyenne de la vie et des conditions générales du milieu. Au point de vue juridique et légal, la mort est un phénomène tout aussi naturel. Dans les mairies, le bureau des décès est un bureau comme les autres, et à côté des autres, et une subdivision de l'état civil, tout de même que le bureau des naissances et le bureau des mariages. Et les pompes funèbres sont un service municipal, ni plus ni moins que la voirie, les jardins publics ou l'éclairage des rues. La collectivité entretient indistinctement ses maternités et ses cimetières, ses écoles et ses hospices. La population augmente par les naissances, diminue par les décès. Nul mystère en cela, mais simplement une loi naturelle et un phénomène empirique normal auquel l'impersonnalité des statistiques et des moyennes enlève tout caractère de tragédie. Je trouve que c'est vraiment une introduction magnifique. Donc on pourrait fermer, pas besoin de 500 pages pour nous expliquer que c'est une loi naturelle sur laquelle il n'y a vraiment rien à dire parce que c'est d'une banalité et voilà, quelque chose sur lequel vraiment tout ça est géré merveilleusement bien par toutes nos institutions, point à la ligne. Oui, mais alors pourquoi un bouquin de 500 pages écrit tout petit sur cette loi de la nature sur laquelle vraiment c'est même pas un problème métaphysique, c'est un problème physique. Alors il va quand même nous l'expliquer. Puisqu'il faut quand même justifier la suite. D'un côté, la mort est un fait divers journalistique que le chroniqueur relate, un incident que le médecin légiste constate, un phénomène universel que le biologiste analyse. Capable de survenir à tout moment et n'importe où, la mort est repérable selon des coordonnées de temps et de lieu.
Ce sont ces déterminations circonstancielles, l'une temporelle et l'autre spatiale, que le juge d'instruction cherche à établir lorsqu'il enquête sur un décès. Mais en même temps, voilà le mais, mais en même temps, ce fait divers ne ressemble à aucun des autres faits divers de l'empirie, c'est-à-dire du monde empirique, l'expérience. Ce fait divers est démesuré et incommensurable aux autres phénomènes naturels. Un mystère qui est un événement effectif, quelque chose de métaempirique, méta-empirique, au-delà de l'empirique, donc oui, un peu métaphysique, qui advient familièrement en cours d'empirie, voilà sans doute tous les symptômes du miracle. Il faudrait dire la mort de l'homme. Il faudrait dire la mort de l'homme correspond à cette description, pas la mort des animaux. La mort de l'homme. Voilà. La mort de l'homme. Les animaux, probablement, ne vont pas écrire un livre de 500 pages sur la mort. Même si c'est un événement aussi qui a du sens, avec des rites funéraires, évidemment, pas les mêmes que les rites humains, mais ce serait intéressant de chercher justement s'il y a des gens qui se sont penchés sur la mort animale. Certainement, il y aurait de quoi écrire, mais pas évidemment avec cet événement qui nous situe à la pointe de l'humain, évidemment. Alors, cette mort, elle est disparition et négation. Contrairement aux apparitions féeriques, elle n'est pas un gain, mais une perte. La mort est un vide qui se creuse brusquement en pleine continuation d'être. L'existant, rendu soudain invisible, comme par l'effet d'une prodigieuse occultation, s'abîme en un clin d'œil dans la trappe du non-être. On bascule donc en une seconde de l'être au non-être. La mort est par excellence l'ordre extraordinaire. Et encore une de ces expressions contradictoires, ordre extraordinaire. Donc si la mort est une banalité, un fait divers qui a lieu chaque jour, elle n'en reste pas moins une tragédie, car la personne qui est morte, irremplaçable, est disparue à jamais. C'est un événement familier qui reste un mystère aux dimensions infinies. Elle est donc à la fois lointaine et proche. C'est notre ultime futur qui peut frapper à n'importe quel moment. Donc elle est à la fois prévisible, car chacun se sait mortel, encore que, ça c'est moi qui rajoute, encore que, prévisible et en même temps imprévisible dans son quand et son comment. Donc la mort est nécessaire, mais incompréhensible. Le quoi et le pourquoi de la mort restent indéchiffrables par l'homme, qui continue d'être choqué, scandalisé par cet événement banal. Comme, j'insiste, il le dit, s'il arrivait pour la première fois. Et là, page 8, donc toujours dans cette introduction au livre, il va faire une analogie intéressante avec l'amour. L'amour, vous savez, Eros, Thanatos. Alors c'est Ionesco, il cite Ionesco, de fait tout le monde est le premier à mourir, comme dit Ionesco. La toujours nouvelle banalité de chaque mort n'est pas sans analogie avec la très ancienne nouveauté de l'amour, avec la très vieille jeunesse de tout amour. L'amour est toujours neuf pour ceux qui le vivent et qui prononcent en effet les mots 1000 fois ressassés de l'amour comme si personne ne les avait jamais dit avant eux.
Comme si c'était la première fois depuis la naissance du monde qu'un homme disait la parole d'amour à une femme. Comme si ce printemps il était le tout premier printemps et ce matin le tout premier matin. L'amoureux est devant cette toute neuve matinée et cette toute neuve aurore comme un être inlassable devant une chose inépuisable. Ici, tout imitateur est un inventeur et un initiateur, toute recréation une création, tout recommencement un premier commencement. Depuis qu'il y a des poètes et qui chantent, comment trouve-t-on encore quelque chose à dire sur l'amour ? Je sais qu'ici, il y a des personnes très sensibles aux chansons sur l'amour. C'est incroyable. C'est magnifique. Mais c'est intéressant au niveau philosophique de faire cette analogie d'une banalité qui se recrée dans son mystère à chaque instant. Et pourtant, c'est un fait. Chacun de ceux qui l'éprouvent a son témoignage inédit, son expérience sans précédent, sa contribution originale à apporter. C'est un domaine où tout le monde est compétent. Ça, l'intérêt, c'est qu'on peut le vivre de son vivant, ce qui est plus difficile pour le sujet qui nous intéresse. Agathon, donc là c'est un personnage de Platon, Agathon oppose à Phèdre que le dieu Eros est le plus jeune des dieux, parce qu'il est toujours naissant. On représente Eros sous les traits d'un enfant, Eros qui deviendra Cupidon. Si paradoxal que cela puisse sembler, la mort aussi, à sa manière, est toujours jeune. La mort est toujours jeune et nous sommes quelque part tous des morts en sursis. Non mais c'est pas triste. Bon, j'espère que ça va pas vous faire faire des cauchemars, que ça va vous faire tomber dans la dépression complète. Je trouve ça absolument jubilatoire, mais bon. Alors, il va ensuite expliquer qu'il y a un moment important, c'est la prise de conscience. Conscience. Prise de conscience de quelque chose qu'on sait déjà. C'est vraiment intéressant, parce qu'on peut savoir plein de choses, mais sans en avoir réellement pris conscience. Donc il y a le moment de très, là aussi, très flash, très comme une fracture, comme une fulgurance, la prise de conscience. Et c'est là où on réalise la mort, qui est le fait de reconnaître la mort. C'est pas qu'on connaît, c'est pas la mort, mais on la reconnaît. Et il va expliquer qu'est-ce que apprend l'être qui est en deuil, c'est-à-dire qui vient d'expérimenter la mort de quelqu'un de proche. Celui dont la mort s'est approchée au plus près. Eh bien, il a pris conscience de quelque chose d'impalpable. Son expérience est d'une valeur irremplaçable, puisqu'elle permet la découverte d'une profondeur méconnue. Une profondeur méconnue. Celui-ci prend désormais la mort au sérieux. Mais prendre la mort au sérieux, c'est pas en faire quelque chose d'une réflexion morbide, c'est aussi s'en moquer. Il y a une certaine dérision aussi, chez une certaine légèreté, dérision dans la manière dont Jean Kelevitch aussi traite le sujet. Donc il ne suffit pas à l'homme de connaître, celui-ci doit reconnaître, connaître à nouveau, plus réellement, par lui-même. C'est pour ça, là c'est moi qui rajoute, que même si aujourd'hui c'est quelque chose qui paraît plus difficile ou qui n'est pas toujours bien compris, le fait pour un enfant de voir le corps d'un grand-père, d'une grand-mère, parent, etc., n'est pas quelque chose à éviter, puisque
justement, cela peut, évidemment, en préparant et en expliquant, mais ça peut provoquer justement cette prise de conscience, cette reconnaissance d'un état qui autrement reste abstrait, lointain, général, qui concerne les autres. Il va y revenir après, vous verrez, c'est très intéressant. Donc cette reconnaissance, on réalise la mort, on la reconnaît. C'est un concept vague et flou, lui apparaît dès lors précis, concret. On peut mettre une image concrète sur le mot. En s'appropriant des notions, il les rend effectives, réelles. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas cette confrontation qui va faire peur. Au contraire. Tout au contraire. C'est peut-être l'occultation qui pourrait faire davantage peur. C'est ainsi que l'homme est bien souvent étonné de se découvrir mortel. Il réalise un danger qui glissait avant sur lui sans l'inquiéter. La connaissance de la mort est dans ce sens reconnaissance. Il s'agit d'une prise de conscience qui advient tout d'un coup, qui surprend celui qui prend alors conscience de ce qu'il savait déjà. Je trouve que cette expression est intéressante. On prend conscience de quelque chose qu'on savait déjà. Et vous savez, conscience, ça vient du latin cum scire, savoir avec, être avec. Voilà. Quand on est conscient de quelque chose, on est avec. Tant qu'on n'est pas conscient, on n'est pas avec. Donc on peut savoir, ou croire savoir, sans être véritablement conscient. Donc c'est un point très important. Et vous voyez, c'est une fulgurance. Ainsi, il concluait par déduction, l'homme, la mortalité était pour lui comme une théorie mathématique abstraite. Tous les hommes sont mortels. Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, bon, très bien, je mets je à la place de Socrate et tout va bien, je sais. Mais c'est une théorie abstraite qu'on admet peut-être par facilité pour passer à autre chose. L'expérience de la mort, par le deuil, mais aussi par la maladie, apporte une preuve. C'est en quelque sorte une démonstration de cette loi abstraite. L'homme comprend alors d'un savoir vécu ce qu'autrefois il savait sans le comprendre. Et il va développer un petit peu ceci. Je vous dirai un tout petit passage. Réaliser la mort. Réaliser la mort. Ce n'est pas seulement vivre la menace de mort comme effective et prochaine, c'est ipso facto se sentir soi-même personnellement concerné par cette menace. Comme il le dira un peu plus tard, c'est passer d'une vision à la troisième personne à une vision à la deuxième et à la première personne. Ah oui, je suis concerné. Le monde va devoir continuer sans moi. Ça semble idiot. Ça semble idiot. Mais une chose est de dire, bah oui, on va mourir, le monde va continuer sans nous, c'est une évidence. Deux, d'essayer d'imaginer, mais vraiment, concrètement, comment ce monde va vraiment pouvoir continuer sans moi. Et c'est pas une question de vanité ou d'orgueil, évidemment. Mais ça, c'est la réalisation. Le fait de prendre conscience. Ah mais oui. Donc, se sentir personnellement concerné par cette menace. La mort n'est plus un simple sujet de version latine. On va étudier Sénèque, on va traduire Sénèque, tous ces gens qui ont parlé merveilleusement de la mort. Non, c'est plus un sujet de version latine ou un thème abstrait pour dissertation philosophique.
hein, ou de conférences le jeudi matin quand on n'a rien d'autre à faire. Tiens, allez, allons voir un peu, hein, disserter sur la mort. Comme on dit, on ne peut pas parler de la mort, on peut parler autour, on peut bavarder autour de la mort. Mais elle est devenue mon affaire personnelle. La mort devient chose sérieuse quand nous prenons conscience du fait que voici, la mort n'est pas seulement une mésaventure qui arrive aux autres, ou à moi-même dans 50 ans, ou à moi, c'est-à-dire à moi-même en tant que je suis un autre. La mort n'est pas une éventualité lointaine dans l'espace et dans le temps. Un jour, nous découvrons notre englobement à l'intérieur du mystérieux problème que nous nous figurions englober. Un jour, en écoutant le glas, nous nous avisons qu'il sonnera pour nous-mêmes comme il sonne maintenant pour le voisin. Tout le monde se dérobait, chacun renvoyant à l'autre la balle, chacun montrant le voisin. À vous l'honneur, mon voisin, commencez, mon voisin, passez le premier, mon voisin. Je vous en prie. Ces politesses et ces échappatoires sont devenus impossibles. Redisons-le à nouveau, l'homme qui réalise sa mort propre, la mienne pour moi, la tienne pour toi, la vôtre pour chacun de vous respectivement, diffère du tout au tout de l'homme qui par raisonnement applique une loi universelle à son cas particulier. La réalisation n'est pas un raisonnement, mais une intuition instantanée. Voilà. La prise de conscience se fait dans une intuition instantanée. Ce n'est pas le fruit d'un raisonnement rationnel. Une fulgurance, une intuition instantanée. C'est comme l'amour, donc. Oui, oui. Enfin, je sais pas, oui, peut-être. Ça qu'on a dit, l'amour a besoin de l'instant et de l'éternité. Et oui, on n'aime pas ça, on est là avec nous, Et il a dit des belles choses aussi, oui. Et bon, moi, ça me rappelle, en fait, un certain nombre d'exercices qui étaient pratiqués dans les écoles antiques de philosophie, chez les stoïciens, mais aussi chez les platoniciens ou néoplatoniciens, et sans que ce soit quelque chose de, j'insiste, de morbide, mais vraiment d'imaginer sa propre mort, de se voir, de se représenter son propre enterrement, son cadavre, etc. Pour cette prise de conscience. Ça va, vous tenez le coup? Alors, les trois perspectives de la mort, voilà. Il va distinguer, toujours dans cette introduction, donc elle est vraiment très riche, cette introduction, il va distinguer trois optiques face à la mort, trois manières de l'appréhender. La mort à la troisième personne, la mort à la deuxième personne, la mort à la première personne. À la troisième personne, qu'est-ce que c'est que la mort en troisième personne? C'est la mort en général. La mort en général. La mort abstraite et anonyme. Ou bien la mort propre, en tant que celle-ci est impersonnellement et conceptuellement envisagée. À la manière, par exemple, dont un médecin envisage sa propre maladie, ou étudie son propre cas, ou fait son propre diagnostic. Car les médecins aussi peuvent être malades. Mais tout en étant malades, ils restent médecins, ils englobent ce qui les englobe, et ils gardent la sereine surconscience de leur tragédie propre. Bon, ça c'est pas toujours vrai, mais ça peut. Pour ce médecin malade, en qui le malade cède au médecin, la tragédie demeure phénomène. Voilà, donc il y a sujet-objet, comme on avait vu la scission sujet-objet, voilà, il y a la mort, et moi je suis le sujet, bien portant ou malade, mais qui voit la mort d'un peu loin. La surconscience juge la mort comme si la mort ne la concernait pas et la laissait au contraire en dehors, comme si cette affaire ne la regardait nullement. La mort en troisième personne est problématique sans être mystériologique. De ce point de vue, la mort à la troisième personne n'est pas un mystère, puisqu'on la tient un peu à l'écart. C'est un objet comme un autre.
un objet qu'on décrit ou qu'on analyse médicalement, biologiquement, socialement, démographiquement, et qui représente alors le comble de l'objectivité atragique, privatif, sans tragédie, voilà. Objectivité atragique. Le jeu dans cette affaire devient sujet anonyme et acéphale d'une mort indifférente. Donc ça, c'est une première perception très extérieure, très sociale, très biologique. Hein. C'est l'histoire de la loi naturelle de la première page. Bon, voilà, on sait que on va mourir. Ensuite, il y a la mort à la deuxième personne, qui là va représenter la proximité de la mort d'un proche. Pas encore la sienne, mais celle d'un proche. C'est la tragédie de l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable. Car qui rendra à la mère en deuil l'enfant qu'elle a perdu ? La mort en deuxième personne nous fait prendre encore plus conscience du danger auquel personne n'échappera, car cette mort n'arrive pas qu'aux autres. C'est-à-dire que là, vous voyez, elle se rapproche. La mort à la deuxième personne, c'est toi. C'est donc un être proche. Elle est là, tout près. La mort à la deuxième personne me fait sentir. Là, on n'est plus dans le fait de penser la mort de manière générale et lointaine, on la ressent. On sent la mort, et sentir, c'est être affecté. Donc on est affecté, bien sûr, par la mort d'un proche, par ceux qui me sont chers, à qui je suis fondamentalement attaché. Et quand ils sont morts, ce sont certains de leurs objets qui continuent de m'affecter. Donc ça, c'est déjà une prise de conscience, voyez, beaucoup plus proche de justement cette proximité de la mort, et qui fait que on n'est pas le même après avoir connu la mort d'un proche. Et ce qu'il explique, comment situer cette mort à la deuxième personne entre l'anonymat de la troisième personne et la subjectivité tragique de la première, puisqu'on va y arriver, à la mort à la première personne. Il y a le cas intermédiaire et en quelque sorte privilégié de la deuxième personne. Donc, il explique en quelque sorte comment cette mort de l'autre est une opportunité extraordinaire de prise de conscience pour passer à la mort à la première personne. Entre la mort d'autrui, qui est lointaine et indifférente, parce qu'on ne le connaît pas, c'est ça aussi qui nous explique pourquoi, même si tous les jours on entend les nouvelles de dizaines, de centaines, de milliers de morts, mais que l'on ne connaît pas, ça peut rester lointain. C'est quantitatif, et chaque jour a son lot de dizaines, de centaines, et ça continue de nous laisser quand même en grande partie indifférents. On peut réagir, être affecté, mobiliser, mais disons que c'est encore la mort à la troisième personne. On n'est pas concerné. Oui, c'est ça, on n'est pas concerné. On n'est pas concerné. Et donc, entre la mort d'autrui qui est lointaine et indifférente, et la mort propre, qui est à même de notre être, c'est la mort à la première personne, il y a la proximité de la mort du proche. Le toi, TOI, représente en effet le premier autre. L'autre, immédiatement autre, est le non-moi en son point de tangence avec le moi. Alors ça, c'est typiquement Jankélévitch, le point de tangence avec le moi. La limite prochaine de l'altérité. C'est une très belle approche aussi de ce que c'est que l'altérité et l'immense difficulté pour vraiment
sentir ou ressentir l'altérité, hein, le tout autre, celui qui n'est pas moi, mais qui est quand même là, proche. Et ceci nous amène à la mort à la première personne, c'est la troisième étape, la mort à la première personne, qui est le point de vue de moi sur moi, ce mystère qui me concerne intimement. Cette tragédie qui m'adviendra et par laquelle je serai alors réduit au néant. Bon, on verra tout à l'heure, dans la troisième partie, qu'en fait, il ne croit pas à la nihilisation, en fait, qui est rien, néant. Il ne croit pas non plus à une survie. Là, il est justement un peu entre deux, entre l'absurdité de la survie, comme il dit, et l'absurdité de la nihilisation. Donc, qu'y a-t-il ? On ne sait pas trop. Enfin si, on le sait. Je garde un peu le suspense. Donc, la mort à la première personne, qui est un point de vue qui n'en est pas vraiment un, car faute de distance nécessaire, il n'y a pas de véritable perspective. Vu qu'on ne peut vivre sa propre mort, on ne peut pas dire « je meurs ». Enfin si, certains peuvent dire. Ou « je suis mort ». Ça, c'est plus difficile. Et donc, il explique que, et ça c'est très subtil, que la mort à la première personne privilégie toujours le futur, le temps futur. Quel temps futur ? Je mourrai. Puisqu'on ne peut pas dire « je suis mort », ou alors là c'est vraiment retour des morts vivants, la science-fiction, ou les zombies, ça c'est autre chose. Et je meurs, c'est difficile aussi, parce que vous pouvez garder la conscience dans cet instant justement tout à fait particulier. Donc en première personne, dit-il, au contraire, c'est le futur qui est le temps privilégié. Je suis toujours en effet, par définition même, avant ma propre mort. Le pendant et a fortiori l'après me sont obstinément refusés. La mort, toute notre vie durant, sera au futur, de même que la naissance, pendant toute notre vie, du commencement à la fin, aura été du passé. Donc entre le passé de la naissance, entre le futur de la mort, on navigue entre ces deux extrêmes. La première personne du singulier ne peut conjuguer mourir qu'au futur. Et il disait même, c'était un peu une blague, qu'il faudrait mieux dire « j'ai mouru », comme certains élèves disent. « J'ai mouru » que « je suis mort ». Bon, ça c'est autre chose. Donc, voilà, une très longue introduction, très riche, où, à la fin de cette longue introduction, il va annoncer les 3 étapes de sa recherche. La mort en deçà, la mort au moment de l'instant, et la mort au-delà. Et il répète, si la mort n'est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser ? Et c'est ainsi que, c'est la dernière phrase de l'introduction, si la mort n'est pensable ni avant, ni pendant, ni après, quand pourrons-nous la penser ? Et il va ainsi introduire ces 3 parties. Et pour chacune des 3 parties, j'ai choisi, parce que c'est très dense, j'ai choisi une notion. Une notion que j'ai choisie parmi d'autres pour faire comprendre un petit peu sa pensée. Vous voyez qui est extrêmement subtil. Subtil, puisque c'est pour ça que c'est vraiment un style tout à fait particulier, tout à fait... alors, peut-être agaçant pour certains, fascinant pour d'autres, parce qu'on est toujours dans le fait de devoir approcher une notion indescriptible, quoi. Insaisissable.
insaisissable. Mais pour ce sujet de la mort, justement, c'est particulièrement bien adapté. Bon, on se fait une petite pause, puisqu'on n'est pas encore mort. Alors, 3 parties. Première partie, la mort en deçà de la mort. Alors, c'est une énorme première grande partie du livre où j'ai choisi, comme je le disais tout à l'heure, un concept, parce que sinon on y est pour la semaine. Chapitre 2 qui s'intitule « L'organe-obstacle ». L'organe-obstacle. L'organe-obstacle. 2 mots qu'on connaît, l'organe et l'obstacle, mais qui sont accouplés. L'organe-obstacle. C'est évidemment, là encore, une expression paradoxale dont il a le secret, c'est-à-dire qu'il explique que la mort est l'organe-obstacle de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la mort est à la fois l'organe de la vie, mais qu'elle en est l'obstacle. Alors, c'est un concept qu'il n'a pas inventé, contrairement à d'autres, le presque rien, le je ne sais quoi, ça c'est du Jankélévitch. L'organe-obstacle, c'est un concept qu'il emprunte à Bergson. Faut savoir, mais il va le développer largement, et notamment par rapport à ce sujet de la mort. Alors, je vais vous lire qu'est-ce qu'il entend par là. Cette notion de organe, je trouve vraiment très caractéristique de la pensée de Jankélévitch, et en même temps source vraiment de réflexion. La vie s'affirme malgré la mort et contre la mort et en dépit de la mort. La vie s'affirme malgré la mort et contre la mort et en dépit de la mort, mais en même temps, et au même point de vue, la vie n'est vitale que parce que vouée à la mort. La vie n'est vitale que parce que vouée à la mort. Ça, c'est Bergson. Là, le côté vitaliste de Bergson, c'est-à-dire tout est vie, tout est vivant, tout est métamorphose, tout est dynamique. Et donc, la vie s'oppose à la mort quelque part, mais en même temps, elle n'est concevable que parce qu'il y a la mort. C'est ça qu'il résume par la mort est l'organe obstacle de la vie. Non pas que la vie, pour s'affirmer vivante, tourne finalement l'obstacle négatif de la mort et change l'empêchement en instrument. Non pas que la mort soit obstacle à certains égards et organe à certains autres égards. Non, c'est l'obstacle lui-même et tout entier qui est un moyen. Un moyen. C'est-à-dire, le moyen est en même temps l'obstacle. Ceux qui dévoilent ou révèlent voilent en même temps. C'est ce paradoxe des concepts qui font une chose et au contraire en même temps. Donc appliqué à la mort, c'est ça. La mort est l'organe obstacle de la vie. On ne peut pas penser l'un sans l'autre, et surtout c'est la mort qui donne son identité à la vie. Et à d'autres moments, il dit imaginez si nous étions immortels. Il n'y a pas pour Jankélévitch de plus grande malédiction, de plus grande damnation, de plus grande souffrance que d'être immortel. Pourtant, on nous parle de vie éternelle comme de quelque chose. Mais tu l'as pas vu. La vie éternelle, je ne pas. Oui,
Mais il y a le concept d'éternité, il y a chez Jean Kelevitz le concept d'éternité, mais qui n'est pas synonyme de vie éternelle. Mais le concept d'éternité est lié, vous verrez. Est-ce que tu pourrais nous définir organe? Parce que c'est intéressant de dire que la mort est un organe. Oui, alors il donne des exemples par rapport à nos organes physiques, justement, l'œil, l'oreille et tout ça. Tu vas voir. Donc, c'est l'obstacle lui-même et tout entier qui est un moyen, l'impédiment qui est un instrument. Bon. Le rapport paradoxal de la vie avec sa négation. Comme dans les cas où l'objection est précisément la raison, l'irritante raison, le vivant s'affirme non point seulement malgré l'obstacle de la mort contre lequel il proteste, mais encore et ipso facto grâce à cet obstacle. Et pourtant cet obstacle, devenu condition d'existence, cet obstacle à la fois allogène et endogène, c'est-à-dire extérieur ou intérieur, ne cesse pas d'empêcher ce qu'il conditionne. La mort conditionne, empêche la vie, et en même temps, il n'y a que la mort pour donner sens à la vie. Vous voyez, c'est un concept typiquement Jean Kelevitien, et donc pris à Bergson, dans cette lignée. Alors, les organes, il va donner d'autres exemples. À vrai dire, l'équivoque de l'organe obstacle est infini et sa dialectique n'aboutit jamais à une conciliation. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette vision, c'est qu'il faut toujours tenir les contraires ensemble. Organe-obstacle, ce n'est pas que organe, ce n'est pas que obstacle. Il faut pouvoir tenir cette contradiction de l'organe-obstacle. Voilà, l'œil est l'organe de la vue. Bon, ok. Mais en même temps, cet œil est un obstacle à la vue. Pourquoi? Parce que nos deux yeux nous permettent de voir ce qui est en face, mais m'empêchent de voir ce qu'il y a derrière, par exemple. Oui, non, mais il faut prendre ça, il faut comprendre la profondeur de la chose. C'est-à-dire, nos organes des sens sont des merveilleux outils et en même temps nous empêchent une autre vision, un autre toucher que celui auquel on pourrait prétendre. Donc, ils limitent. Donc, ils permettent, mais en même temps, ce sont d'extraordinaires limitateurs. Comme la mort. Voilà. La mort est l'organe obstacle de la vie. Donc, à vrai dire, elle n'aboutit jamais à une conciliation. Au contradictoire de ce contradictoire. Alors, si l'obstacle seul nous permet dérisoirement de vivre, l'organe continue tragiquement à nous en empêcher. En somme, le vivant a besoin du poison dont il meurt. Il a justement besoin de mourir pour vivre. Ironie ou économie, peu importe. Le vivant n'est-il pas en quelque sorte intoxiqué par son doux poison, par l'irritant dilemme d'une mort tout ensemble vitale et homicide? Par exemple, le corps est l'organe obstacle de l'âme. Et là, il va réveiller de très très vieilles notions qu'on trouve dans la philosophie antique. Le corps est l'organe obstacle de l'âme. L'âme a besoin du corps pour s'exprimer, en même temps, le corps limite l'expression de l'âme. En même temps. C'est comme un fleuve qui relie les deux rives et en même temps les sépare. Et il n'y a pas à choisir l'un ou l'autre, c'est les deux. Alors le fleuve sépare les rives ou les relie? Les deux. Simple. Simplement, c'est dans cet entre-deux que se passent les choses importantes. L'importance de ces périodes d'entre-deux, le crépuscule, l'aurore,
On ne sait pas très bien s'il fait jour, s'il fait nuit, les choses se... Hein, et en même temps, il y a toute une richesse qui surgit là. Et après, c'est plein jour, c'est pleine nuit, c'est autre chose. Vous voyez ? Quand on veut vraiment que les choses soient blanches ou noires, enfin vraiment bien... Bon, on a un peu de mal avec Jean Kelevitch, parce que lui, c'est justement toujours l'entre-deux. Alors, le corps est l'organe obstacle de l'âme. L'âme, à la fois, gêne le fonctionnement des organes, en prenant conscience, et représente le principe d'animation sans lequel la chair inerte ne serait que charogne. Inversement, la chair alourdie défigure et dément l'esprit, et en même temps offre à l'âme en peine, dans et par l'incarnation, la chance d'une existence personnelle et déterminée. Alors, il explique qu'il y a des fois où le corps est plus obstacle qu'organe. Et des fois, moins nombreuses peut-être, privilégiées, où le corps est plus organe qu'obstacle. Sans le corps, l'âme sera bien embêtée et vice-versa. Voilà. Bon, Donc, en résumé, la mort est à la fois l'empêchement de vivre, parce que c'est la limite, hein, c'est là où on bute, l'empêchement de vivre, et en même temps la condition essentielle de l'existence. Que serait notre vie s'il n'y avait pas la mort ? Là, on peut essayer de s'imaginer immortel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça serait pas rigolo, mais c'est pas impensable. C'est pas impensable, ça serait pas forcément très rigolo. Non, c'est-à-dire, c'est pas le fait d'être rigolo ou pas, c'est comment verrions-nous la vie si on savait qu'elle pouvait se perpétuer à l'éternel. Donc, tout ce qui concerne la condition humaine, pour Jean Kelevitch, tout ce qui concerne la condition humaine, hein, on est bien sur la condition humaine, est un entre-deux. Mais ça va très loin, parce que ça peut avoir des applications extrêmement concrètes. C'est la résistance de l'environnement qui est un empêchement et en même temps qui permet d'affirmer ce qu'on est. Ça permet aussi toute une représentation de voir ce qu'on considère souvent comme négatif. Hein, les problèmes, les oppositions, les contradictions, les résistances, comme des choses faisant partie de la vie et qui font le sel de la vie, justement. S'il n'y avait pas d'opposition, de résistance, hein, s'il n'y avait pas ce corps pour l'âme, bon, qu'est-ce qu'elle deviendrait, l'âme ? Elle ne serait pas incarnée, donc elle ne serait pas consciente. Elle serait béate. Oui. Oui, c'est tout le problème de l'âge d'or, hein, de conscience endormie. Donc il faut cette plongée dans un autre milieu, hein, dans un autre plan, pour qu'il y ait prise de conscience d'eux. Et ça, c'est le propre de la condition humaine pour Jean Kelevitch. Bon. L'organe obstacle. Moi, je trouve, c'est vrai, j'aime bien ce concept. Il y a plein d'autres concepts intéressants. Le chapitre 3, par exemple, c'est l'entre-ouverture. L'entre, apostrophe, ouverture. Hein? Une porte, elle n'est jamais ni fermée, ni ouverte. Elle est entre-ouverte. Et c'est l'intérêt. On se cogne dedans et on prend conscience de la porte. Hein, si la porte est ouverte... Il y a une notion de contraste, là, Oui, bien sûr. Dans cet entre-deux, justement, c'est ça la subtilité de l'entre-deux, c'est que il y a rencontre. Il y a rencontre, il y a conflit, il y a opposition, et ça fait surgir autre chose. Comme il dit, il ne faut pas aller trop vite à la conciliation. Hein, si vous imaginez, je sais pas moi, deux boules, une rouge, une jaune qui se rentrent dedans, bon, ben, vous avez une zone qui va être un peu orange. Mais il y a le jaune, il y a le rouge et puis il y a l'orange. Mais dans l'orange, ce n'est
toute petite partie qui est orange. L'autre, c'est du jaune dans le rouge, du rouge dans le jaune. Et c'est ça la subtilité de l'entre-deux. C'est pas binaire, c'est plutôt tertiaire, enfin dans le sens de faire surgir autre chose. C'est pour ça qu'il dit nous sommes des morts en sursis, puisque nous sommes à la fois vivants et morts. Dans la deuxième partie, la mort dans l'instant mortel. Donc l'instant létal, l'instant même de la mort. C'est le troisième toujours ? Deuxième partie, la mort dans l'instant mortel, à l'instant de la mort. Alors, évidemment, il va y avoir toujours cette même ambiguïté, hein, d'un instant inénarrable, indescriptible. Alors, deuxième partie, la mort dans l'instant mortel, voilà comment il commence. La pudeur de l'instant inénarrable. Le Phédon, on le sait, il fait très souvent référence à des dialogues platoniciens, notamment qui mettent en scène la mort de Socrate. Hein, le Phédon, c'est les derniers instants de Socrate, quand il boit la ciguë et que là, il y a cet instant, hein, où son corps se refroidit, se raidit avant de... Le Phédon, on le sait, n'ignore pas la distinction, celui-là qui désigne l'instant de mourir, celui-ci qui se rapporte à la condition des morts. Bon, deux notions, l'une qui se rapporte à la condition mortelle et l'autre à l'instant de mourir. Entre les problèmes de l'en-deçà, avant, et le mystère de l'au-delà, l'instant de la mort représenterait-il par hasard quelque chose comme le problème mystérieux ou le mystère problématique, c'est-à-dire l'occasion la plus favorable à une entrevision située à mi-chemin de la vision et de l'aveuglement. Il pose la question, entre l'en-deçà et l'au-delà, est-ce que ça ne serait pas ce moment-là, l'instant de la mort, qui nous mettrait en relation avec le grand mystère de la mort, hein, entre la vision et l'aveuglement. Entre l'avant sans mystère, où l'être est présent qui penserait la mort, mais d'où la mort est absente, et l'après mystérieux, où la mort est toute présente, mais où il n'y a plus d'être vivant pour la penser, entre deux espaces-temps où il n'y a pas la mort, parce qu'avant elle est lointaine et après il n'y a plus personne pour en parler, est-ce que justement cet instant n'apporterait-il pas la solution ? Donc, entre l'avant sans mystère et l'après mystérieux, l'instant mortel n'est-il pas le pendant saisi dans la flagrance de l'occasion opportune ? Le pendant saisi dans la flagrance de l'occasion opportune. Les gens qui nous font une fausse mort, là, ils ont des visions, et c'est pas ridicule d'en parler. Non, c'est pas ridicule, il y a de plus en plus de gens qui en témoignent, oui. Et ça peut s'emboîter dans son... Oui, disons que là, il essaie de poser le questionnement de cet instant mortel par rapport à une notion grecque qui était très très importante pour les Grecs, qui était la notion du kairos, de l'opportunité. Vous savez, c'est ce personnage que les Grecs représentaient comme un homme avec une longue mèche de cheveux. Il fallait attraper kairos, attraper l'opportunité. Et si on n'arrivait pas à l'attraper, il fallait attendre le retour de Kairos. Mais il était inutile de courir après lui. Opportunité perdue, une opportunité perdue. Et là, ça fait référence à cela. Le pendant saisi dans la flagrance de l'occasion opportune. Et ça
ça renvoie à plein de traditions spirituelles. Donc là, on n'est pas dans ce contexte-là avec Jean Kelevitch, qui est plutôt agnostique, mais il y a beaucoup de traditions qui expliquent, notamment en Orient, que ce moment de la mort est une opportunité. C'est une occasion opportune. Alors, de manière assez banale, dire oui, c'est une occasion de faire la paix, de se réconcilier avec tout le monde, de partir en paix, mais c'est aussi une occasion, peut-être la dernière occasion, de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc il va essayer de saisir cet instant dans ce jaillissement d'une occasion opportune. Et c'est une espèce de pudeur que la mort nous inspire, qui nous empêche de penser à ce caractère impensable et inénarrable de l'instant de la mort. Et qu'il va dire aussi, c'est contradictoire parce qu'en même temps, ça se réduit à une date sur le calendrier, à une seconde sur le chronomètre. Donc c'est une seconde, une date, donc c'est totalement banal, ordinaire, et en même temps, il y a tout dans cet instant. C'est un instant inénarrable. Et donc, il va expliquer que l'événement de la mort, dans cet instant, n'est pas un rien, mais un presque rien. Un presque rien. Parce que dans ce presque rien, il y a tout. Alors que dans le rien, il n'y aurait rien. Donc, d'où la notion de ce presque rien. Bon. Rien dans presque rien. Ben ça chauffe, Dans rien, il n'y a rien. Mais dans un rien où il y a tout, il l'appelle le presque rien. Bon, c'est très difficile, disons, à expliquer. Donc ce presque rien, c'est l'instant fugace du dernier soupir, le fait même du passage. C'est un seuil, c'est un espace-temps de passage, donc de seuil. L'importance du seuil. Dans un seul éclair, c'est un moment qui appartient aux deux mondes. Vous voyez, il explique que cet instant appartient aux deux mondes, au monde de la vie et au monde de la mort. Et en même temps, il n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Il appartient à l'un et à l'autre, il appartient ni à l'un ni à l'autre. Donc, un moment totalement paradoxal. Et, là, c'est moi qui rajoute, mais justement, parce que c'est un instant paradoxal, il est tellement difficile de le vivre en toute conscience. Et aujourd'hui, la société, c'est vrai, les pratiques ne nous aident pas forcément à le vivre peut-être en pleine conscience. Parfois, c'est peut-être pas plus mal, parfois, on ne sait pas, puisque ça reste un mystère. De qu'est-ce qui peut se passer dans ce moment? C'est toute la question. Alors, j'avais choisi... Qui ne croit rien après la mort? Non, c'est pas aussi compliqué. C'est pas aussi simple, pardon, c'est plus compliqué. Alors, si on se casse la tête, c'est bien qu'il y a quelque chose. Quelque chose. La mort est l'insécable section de l'avant et de l'après. Il met des majuscules avant et après. L'intersection du plein vital et du vide létal. Vous voyez, c'est quand même des expressions assez fulgurantes. L'intersection du plein vital et du vide létal. L'un cesse où l'autre commence. La mort est la fin de la vie, et la fin de la vie est le commencement de la non-vie. Ou pour ceux qui y croient, de la survie. Vous voyez, il fait c'est très important. La fin de la vie est le commencement de la non-vie, ou pour ceux qui y croient, de la survie. Rien de plus. Or, il manque quelque chose qui n'est rien, et qui est donc presque rien. Quelque chose d'insaisissable qui n'est rien, qui est tout, qui est à la fois tout et rien. Ce presque rien, c'est l'instant. C'est
C'est l'intersection de... C'est l'intersection du plein vital et du vide létal. Plein vital et du vide létal. Presque rien, c'est un intervalle infinitésimal. Voilà. Ça, c'est une manière de définir ces petites choses qui se glissent partout, les intervalles infinitésimales. Il fait une dissection de cet instant. Mais est-ce que, la grosse question, c'est est-ce qu'on est conscient de cet instant? Pas forcément. Non. Ça c'est dans l'intimité de la conscience de chacun. Personne ne peut le dire. Voilà. Alors, d'autres éléments clés par rapport à cet instant, il va dire la mort est une dernière fois. Dernière fois, ce qui a une conséquence très importante, qui est que on n'apprend pas à mourir. La mort est une dernière fois, on n'apprend pas à mourir. Et là, c'est vrai qu'il va s'inscrire en faux, enfin, en opposition à tous nos chers stoïciens qui disaient vivre c'est apprendre à mourir. Ou les platoniciens ou néoplatoniciens. Mais vous allez voir, dans le sens où, comme c'est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois, dernière fois, il va falloir improviser. Dans cet instant, on est bien sur l'instant. Il dit, on ne peut apprendre un acte simple et indivisible. Et je crois que, en fait, de manière plus profonde, ça ne s'oppose pas tant que ça à la vision antique ou stoïcienne, puisque quand il s'agissait de vivre l'apprentissage de la mort, de vivre les petites morts, c'est bien quand même pour se préparer à cet instant, même si dans l'instant même, là oui, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça que les anciens aussi disaient, il faut vraiment attendre le moment de la mort pour savoir comment quelqu'un a vécu. Parce qu'on peut avoir des surprises. Oui, c'est vrai, mais des bonnes, hein. Pas qu'une mauvaise. Oui, je suis persuadée qu'à ce moment-là, il peut y avoir une pomme qui tombe sur la tête, tout d'un coup, une illumination, chose qui se passe. Et donc, en ce sens-là, oui, cet instant-là, il reste à jamais mystérieux et on ne peut apprendre un acte simple et indivisible. On apprend les mouvements qui se laissent décomposer en éléments distincts ou acquérir morceau par morceau. Mais l'acte de mourir, étant sans partie et rebelle à toute analyse, s'improvise d'un seul coup et du premier coup. Ou, ce qui revient au même, l'instant ne s'apprend pas. Un clin d'œil ne s'apprend pas, un battement de paupières ne s'apprend pas. C'est comme quand on fait du saut à l'élastique, comment on va réagir quand on va pouf. Ça s'improvise, ça se prépare pas. Plus ça se prépare, plus on a peur. Alors, il y a encore une autre raison qui rend ici dérisoire toute propédeutique, toute préparation. On ne meurt qu'une fois. Le caractère irréparable de la mort exclut ses retouches et reprises. Vous voyez, on pourrait dire, bon, mais là, j'affine, on le refait. Bon, là, c'était pas bon, je vais retoucher un peu quelques petites choses. Non. Pas d'amélioration acquise, ni par conséquent de savoir-faire graduellement capitalisé. On ne peut faire servir à une expérience nouvelle les leçons, habitudes, souvenirs déposés en nous au cours de l'expérience précédente. Les initiés qui reçoivent ce baptême de la grande aventure sont et seront éternellement et auront nécessairement été des néophytes et des improvisateurs.
Et pour finir, comment, s'il vous plaît, me préparerais-je à un événement absolument inouï, jamais vu, jamais vécu, à un instant dont personne n'a ici-bas la moindre idée, ni ne peut réaliser d'avance la nature. Je trouve ça absolument magnifique sur donc cet instant. Bon, il y a plein d'autres choses. La mort est en effet une chose qu'on fait toujours pour la première fois quand on l'a fait. Mourir est une chose que le mourant n'a jamais faite encore et qu'il ne refera plus jamais. Une chose sans précédent et sans lendemain. Bon, alors on peut le prendre à plusieurs niveaux, soit un peu de la provocation, un peu de la dérision aussi, ou une certaine légèreté, et en même temps, ça fait quand même réfléchir. Alors, troisième partie, pour voir la mort au-delà de la mort. Ah, voilà. C'est la partie la plus courte du livre. Là, il n'y a pas d'expérience. C'est la partie la plus courte où il va successivement parler de l'absurdité de la survie. Pour lui, il n'y a pas de survie. Donc il n'y a pas l'ingénésie, métempsychose, réincarnation, tout ça, non, il n'y a pas de survie. Mais il n'y a pas non plus, et il parle de l'absurdité de la nihilisation. Donc absurdité de la survie, il met dos à dos l'absurdité de la survie, l'absurdité de la nihilisation, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait plus rien. Et donc il va situer son point de vue par rapport au concept habituel d'immortalité, de résurrection, d'éternité. Et on peut considérer qu'il se situe en tant qu'agnostique. C'est pas qu'il n'est pas croyant, il croit dans certaines choses, mais il n'appartient, comme il disait, il n'appartient à aucune paroisse. Au niveau philosophique, bon, au niveau religieux, non plus. Alors, il croit en quoi? Il va y avoir une notion essentielle dans cette partie, qui est la notion d'espérance. Voilà. Ça va pas trop bien. Espérance. Et il fait référence à ce fameux épisode de la mythologie grecque, de la boîte de Pandore, que quand on a ouvert la boîte de Pandore, tous les maux se sont répandus sur la terre, et il y en a une vertu qui est restée dans la boîte, c'était l'espérance. Et il va faire une distinction entre l'espérance et l'espoir. Donc ce qui reste dans l'au-delà, c'est l'espérance. Puisque face à cette contradiction de deux absurdités, celle de la survie et celle de l'annihilation, l'annihilisation, eh bien, il va... Entre les deux, il y a le recyclage. Non, mais pour lui, il n'y a pas de survie, il n'y a pas d'annihilation, il y a espérance. En grec, oui. Donc, l'espérance a bien distingué de la notion d'espoir. Et là, je le cite. L'espérance désespérée, sinon ça ne serait pas Jankélévitch, l'espérance désespérée est ce qui reste quand tous les espoirs ont été déchus l'un après l'autre. Elle est le fait d'espérer sans espoir. Espérer sans espoir. C'est-à-dire pour lui, les systèmes religieux qui justement parlent de vie éternelle, de salut, font ou entretiennent l'espoir. L'espoir de salut, l'espoir d'une vie éternelle, l'espoir d'une vie dans l'au-delà. Et il dit non. Non, ça, c'est un attachement et ça ne permet pas justement de résoudre, enfin, ou de vivre avec cette contradiction à laquelle la condition humaine est attachée entre permanence et impermanence.
Donc cette vision d'un paradis ou d'une vie éternelle, où on revient quelque part à la vision édénique de l'âge d'or, c'est pas ce qui le tient, c'est pas sa vision. Alors après, d'accord, pas d'accord, on peut partager, pas partager, mais lui, c'est en ce sens qu'il est quand même profondément croyant, enfin, il est tenu par des valeurs, des vertus, une croyance dans cette notion de l'espérance. Espérer, c'est refuser de dire que tout est fini. La désespérance consiste au contraire à croire que tout est fini, que tout prend fin avec ma propre mort. Donc, tout n'est pas fini. C'est pour ça que c'est une espérance désespérée, en ce sens où il n'y a pas d'image très précise de comment cette vie va se passer dans l'au-delà. Mais en tout cas, clair, ni survie, ni annihilation. Nous sommes des êtres qui veulent l'éternité et se trouvent en face de la seule éternité qui existe, celle du changement. Très héraclitéen. Alors, 49. Alors, là, il emploie vraiment des gros mots aussi à la fin. L'irrévocable, de l'irréversible. De même que la mort et l'immortalité sont l'une et l'autre à la fois impossibles et nécessaires. Vous voyez, c'est toujours l'impossible nécessaire. De même, la mort est à la fois le moyen de vivre et l'empêchement de vivre. Bon, ça c'est ce qu'on a vu de l'organe obstacle. Maudite soit la vie sans mort. L'enfer, c'est l'impossibilité de mourir, le supplice de l'ennui sans fin. Alors, notion d'espérance avec tout. L'espérance sans espoir. Oui, enfin, mais c'est la dernière partie qui est vraiment la plus rapide. Là, j'avais noté des choses sur l'espérance, mais il y a quelque chose qui est très... Ah, voilà. Je vais trouver. Cette espérance, elle va s'ancrer dans un senti très, très, très particulier qui est celui d'avoir été. Ça, c'est la fameuse phrase et citation que je vous disais au tout début. La mort détruit le tout de l'être vivant, mais elle ne peut ni illiser, anéantir, le fait d'avoir vécu. Quelque part, cette espérance, elle s'ancre dans le fait d'avoir vécu, que personne ne peut nous enlever le fait d'avoir vécu, et donc de laisser une empreinte indélébile dans ce monde. C'est pour ça que c'est pas un espoir lié à un état particulier d'une vie éternelle ou d'une vie édénique. C'est une espérance donc, qui englobe en fait, espérance désespérée, mais qui englobe la notion d'espoir et qui est surtout ancrée dans cette fabuleuse certitude d'avoir été, et que c'est quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est un espoir. Espérance. Une croyance. De toute façon, c'est une croyance enfin, que lui exprime. Il exprime à sa manière d'espérance désespérée, c'est pour ne pas s'accrocher à une idée de salut ou de survie ou de renaissance, de retour, mais non plus d'être dans la désespérance du néant. Il y a quelque chose qui tient, qui demeure, et le fait d'avoir vécu la mort,
réduit en poussière l'architecture psychosomatique de l'individu. Mais la codité, alors il emploie un terme qui était un terme employé par Aristote, la quodité. La quodité, quod, en latin c'est quoi, enfin, la caractéristique de la vie vécue survit dans ses ruines. Tout ce qui est de la nature de l'être est destructible, c'est-à-dire offre d'innombrables prises à la démolition, à la désagrégation, à la décomposition. Seul ce je ne sais quoi, d'invisible et d'impalpable, de simple et de métaphysique, que nous appelons quodité, échappe à la nihilisation. Ah, bien, c'est un peu abstrait, un peu conceptuel, à la nihilisation. Le fait, la quodité, d'avoir été, d'avoir existé. En cela, du moins, il y a un impérissable dont les griffes de la mort ne se saisissent jamais. En cela, du moins, la toute-puissante, c'est-à-dire la mort, ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement le fait de planter un arbre, de faire des enfants ou d'écrire des livres qui permet d'avoir une postérité. De toute façon, cette postérité, on l'a par le fait d'avoir vécu. C'est pas génétique, c'est rien. Non, ça va bien au-delà. Bien au-delà. Bien au-delà. Et donc, c'est en fait la mort qui va donner à la vie, qui va lui conférer cette dimension d'absolu. Parce que si l'espérance se distingue de l'espoir, c'est dans ce caractère d'absolu. Voilà, il pose l'espérance comme un absolu qui va englober tous les espoirs possibles. Une fois vivants, à jamais nous sommes sauvés du néant. Parce qu'on a vécu, et même si on a vécu peu longtemps, peu d'années, de toute façon, il y a une empreinte. Et cette empreinte, elle nous donne la richesse de ce que c'est que la vie bordée par la mort, par cette fameux organe obstacle. D'où cette phrase que je vous ai lue au tout début, qui est la plaque de sa maison, que maintenant peut-être on peut comprendre un peu mieux. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été. Donc, il n'y a pas annihilation. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi, par exemple, il s'est battu pour garder la mémoire de ceux qui étaient morts, notamment des jeunes qui s'étaient engagés dans la résistance et qui sont morts. Vous voyez, ça a des conséquences sur le fait de se battre pour la mémoire, c'est-à-dire pour donner la dignité à des existences qui ont été sacrifiées. Et pour les juifs aussi, c'est super important. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, il y a aussi, tout à fait, oui, là, probablement il est influencé par ses racines juives. Mais celui qui a été ne peut plus désormais ne pas avoir été, désormais se fait mystérieux et profondément obscur d'avoir vécu, est son viatique pour l'éternité. C'est-à-dire, c'est son véhicule pour l'éternité. C'est pour ça que espérance est liée à éternité. Là, c'est intéressant de voir que cette notion d'éternité, c'est pas l'espoir d'une vie éternelle, mais il y a ce concept métaphysique qui est posé et qui est son profond ressenti, ce qui fait que pour lui, ce sujet de la mort est vraiment parler de la vie. Là, par rapport à Bergson, il est complètement différent. Parce que Bergson ne voulait pas entendre parler de la mort. C'était la vie, enfin, on parle d'un philosophe vitaliste. Et Jean Kelevitz, lui, se confronte à cette problématique de la mort qui rejoint tout à fait celle de la vie, mais avec le fait quand même de s'être posé ces questions profondes sur l'avant, le pendant et l'après. Dans la religion juive, ça existe, on est tous un maillon, on est les premiers, celui qui est et le futur. Mais en tant que maillon,
Mhm. Une chaîne. Alors, lui, il n'était pas... non, il n'était pas religieux, c'est pour ça qu'on le présente parfois comme plutôt un agnostique, c'est-à-dire refusant les chapelles, les églises, les professions de foi, mais en même temps, pas du tout athée, enfin, vraiment un croyant, mais ne voulant pas rentrer dans une forme ni catholique, ni juive, ni autre. Alors, avoir été, avoir vécu, avoir aimé, c'est là aussi où il va rejoindre un petit peu Pascal dans ce sentiment de l'amour qui va donner sens à la vie. Alors, je vais vous lire simplement la fin. Il est aussi très, ça je n'en ai pas parlé, mais très marqué par la littérature russe. De par ses origines, donc il connaît Tolstoï par cœur, il va, par rapport à la mort, justement, citer souvent le livre de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, peut-être, et cette problématique de la mort qui est souvent au cœur de la littérature russe, russe, Dostoïevski, Tolstoï. Et là, justement, il termine par les dernières paroles d'Ivan Ilitch dans le roman de Tolstoï. Alors, évident et néanmoins obstinément évasif, tel est pour les hommes le mystère de la mort. Quelquefois, il nous semble que le mystérieux de ce mystère tient à un malentendu, que le malentendu est tout entier engendré par notre complication. Sans savoir en quoi il consiste, nous pressentons qu'il doit être une chose toute simple, simple comme les solutions de la vie et de l'amour, ou comme ces intuitions du génie dont on se dit après coup « il fallait y penser ». Y penser, et pour cela penser à y penser. Comme c'est bon et comme c'est simple, murmure Ivan Ilitch avant d'expirer. L'homme sera peut-être devant la mort comme il l'était devant le sens rétrospectif de la vie d'autrui. Je ne sais pas, dit Bergson, mais je devine parfois que je vais avoir su. La docte-ignorance, la fameuse docte-ignorance, concept paradoxal aussi de Nicolas de Cus, la docte-ignorance. On est ignorant, mais docte. Donc on sait. La docte-ignorance reçoit ici un sens profond. C'est pour ça qu'il sera aussi très attiré par ce qu'on appelle les théologies négatives, c'est-à-dire le fait de définir Dieu par ce qu'il n'est pas. Du pseudo-Denis, l'aéropagite, tout ce qui est théologie négative le fascine, parce que justement on est dans ce qu'on ne peut pas décrire, ce qu'on ne peut pas nommer, et dont on essaie de s'approcher à petits pas, mais souvent par ce que ce n'est pas. Alors, la docte-ignorance reçoit ici un sens profond. Je sais déjà, encore que je ne sache rien. Sur le point d'achever dans la nuit sa mystérieuse existence commencée dans la nuit, Mélisande murmure « Je ne sais pas ce que je sais ». Et c'est pas comme Socrate qui disait « Je sais que je ne sais rien », mais « Je ne sais pas ce que je sais ». Une autre expression paradoxale. Vassili Andreïtch sait ce qu'il sait et sait ce qu'il sait, et Mélisande, elle, ne le sait pas. Pourtant, consciente ou inconsciente, leur science est la science d'un même mystère. Et c'est une science nesciente qui sait une chose ignorée. Avant de savoir quoi, avant de savoir quelle chose, nous savons, nous, que ce sera une chose simple, extraordinairement simple, et à la manière bergsonienne, simple d'une éblouissante simplicité. Simple comme bonjour et bonsoir, si simple que nous nous demanderons le jour où nous saurons comment nous n'avions pas pensé plus tôt. Petite pirouette. Pirouette, cacahuète, mais une pirouette quand même, qui vient après 467 pages de réflexion sur... Son œuvre est un ensemble d'oxymores. Alors, pour compléter ceci, parce que quand même c'est un ouvrage qui n'est pas simple,
y a un ouvrage qui est paru plus récemment, qui s'appelle « Penser la mort ». Penser la mort, où vous avez 4 entretiens avec Jean Kelevitch autour de ce sujet, qui ont été édités par Françoise Schwab, qui était une des élèves de Jean Kelevitch et qui s'est battue pour éditer un certain nombre de livres. Donc vous avez, ce sont des entretiens, et là c'est moins conceptuel, vous avez toute la proximité, la chaleur du langage oral aussi de Jean Kelevitch. Et sinon je vous incite vraiment à aller écouter. Sur YouTube, sur Internet, vous avez des dialogues, enfin, ou des bouts d'entretien. Vous avez sa voix qui est tout à fait particulière, une voix tout à fait fascinante. Et ça permet de s'approcher de ce personnage qui est quand même assez atypique. Bon, j'espère que tout ceci, on a ri quand même. Oui, hein, donc objectif atteint.